Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast exceptionnel parce qu'on va parler des Hawks d'Atlanta et après vérification, on l'avait pas fait depuis 2016 de consacrer un épisode à cette franchise d'Atlanta pour m'accompagner. Alors il y a une équipe qui a vécu un match hier, les supporters du FC Nantes, les supporters de Marseille, tout le monde est content puisqu'il y a eu match nul, alors c'était probablement une des plus grosses purges de cette année en Ligue 1. Je vais déjà démarrer avec celui, voilà, qui a vu Antoine Comboiré lui apporter du bonheur. Et ça, messieurs, dames, dire cette phrase, c'est d'une tristesse infinie. C'est Alan. Comment ça va, Alan? Salut les gars, ça veut surtout dire que celui qui est avant, je prononcerai pas son nom. Et il est parti. Il Voilà. est parti. Salut Très les gars. rapidement. Ouais. Et avec moi, Madiane aussi. Comment ça va, Madiane? Ben ça va. Je préfère toujours parler basket que football. Toujours. C'est notre règle à l'heure actuelle. Pour toutes les personnes présentes dans cette émission. Ouais. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler d'Atlanta, une équipe qui avait eu une certaine hype avant le début de la saison. Il y avait eu des acquisitions, il y avait eu des arrivées, les jeunes qui commençaient à progresser. Donc on parlait playoff du côté d'Atlanta, c'était clairement l'objectif affiché. Et on va se demander pourquoi après un tiers de la saison, les Hawks ne sont même pas dans un potentiel play-in à l'heure où on enregistre. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter parce que preuve en est, on va notamment dans la deuxième partie de l'émission répondre à une des questions d'un de nos auditeurs sur le poste de pivot et son évolution récente. Donc voilà, preuve qu'il faut nous suivre sur Twitter et bien évidemment sur la plateforme de streaming où vous écoutez le podcast. Si c'est Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles. On s'approche doucement mais sûrement des 200. Ça serait génial d'avoir ça avant on va dire les playoffs. Les playoffs sont en mai, donc ça serait vraiment excellent. Et puis nous, on va marquer la petite pause habituelle et on se retrouve pour parler des Hawks d'Atlanta. 12 victoires, 17 défaites, c'est le bilan des Hawks à l'heure où on enregistre ce podcast, largement en dessous des 50%, alors que leur début de saison avait été pas trop mauvais. Alors je rentre dans le vif du sujet, Madiane, pourquoi ça cale en ce moment Atlanta, et est-ce que les blessures, j'anticipe déjà, sont la meilleure explication possible à ce qui se passe? Alors, déjà, c'est très difficile, je trouve. C'est l'une des équipes les plus dures à analyser parce que on ne voit pas de choses atroces à première vue dans le jeu, dans la façon de faire, etc. Bon, je vois pas de choses atroces où mes yeux saignent et je me dis, bon, ok, je comprends pourquoi ils y arrivent pas. Limite, au début, je me suis longtemps posé la question. Et puis, c'est vrai que il y a effectivement ces histoires de blessures, mais au-delà de ça, moi, je trouve qu'ils ont des problèmes dans leur rotation. Notamment, je trouve que dès lors que leur deuxième 5 rentre en scène, euh, en rebond, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils offrent beaucoup trop de deuxième chance aux équipes adverses. Et en plus, ils n'arrivent même pas à en avoir eux-mêmes. Donc en fait, ce qui fait que malgré des pourcentages au tir qui ne dévisent pas trop de pertes de balles, etc., en fait, ils offrent trop d'opportunités à leurs adversaires de creuser l'écart dans ces passages-là. Donc moi, s'il y a quelque chose à cibler, ce serait plutôt du côté de leur banc. Ce qui est extrêmement paradoxal, Alan, parce que ça avait été mis en exergue pendant l'intersaison, la profondeur d'Atlanta. C'est-à-dire il y avait cet alliage entre les jeunes, l'arrivée de certains vétérans comme Rajon Rondo, Bogdanovic, Danilo Gallinari, qui en devaient en faire une des équipes les plus profondes de la conférence Est. Donc c'est assez marrant de voir que Madiane, quelques semaines après le début de la saison, nous dit le problème d'Atlanta, c'est le banc. Ouais, c'est un aveu, déjà un petit aveu d'échec sur pas l'intersaison dans sa globalité, mais je pense que théoriquement les idées d'acquisition étaient bonnes. Juste pour le moment, ça fonctionne pas. Ça marche pas en fait. On a des problèmes de continuité. Bon, Bogdanovic, il a joué 9 matchs. Gallinari, il joue, mais il joue backup en sortie de banc. Donc il a joué 2 tiers des matchs. Rondo a joué la moitié des matchs. Ça devait être un peu le catalyseur quand Trae Young sort du terrain. On sait très bien que les minutes sans et avec Trae Young sont catastrophiques cette année. Elle l'était l'année dernière et le but de l'arrivée de Rondo, c'était éviter le pire en gros. Quand Trae Young sort, ça fonctionne pas. Chris Dunn n'a pas joué aussi. Il l'avait recruté pour apporter une assise défensive sur le banc. Et puis leur lot triplique au Congo a joué 1 tiers des matchs et c'est un pivot et les pivots ont toujours du mal à s'acclimater. Donc derrière Capella, comme l'a dit Madiane, c'est très très compliqué pour eux
de sécuriser défensivement, sécuriser au rebond. Donc tu as ce manque de continuité un peu avec les blessures, tu as des joueurs qui sous-performent, et comme tu l'as dit aussi Ben, ils commencent bien la saison, mais c'est une équipe de série. Ils commencent par 4 victoires en 5 matchs, ensuite ils en perdent 4 de suite, ils en regagnent 4 en 5, et après ils en perdent 6 sur 8. Donc c'est vraiment, tu as l'impression que quand tout va bien, ça va, ils enchaînent les matchs, et quand ils sont pas en réussite, il n'y a pas de cohésion dans cette équipe, il n'y a pas de... Il y a pas de leader, j'ai l'impression, qui fait que on peut remotiver les troupes, on peut essayer de réagir après une grosse défaite. J'ai l'impression qu'en fait, quand ça va pas, ça va pas. Et pour l'instant, on a un problème de continuité et en fait des idées d'acquisition sur le papier bonnes, mais qui fonctionnent pas. Voilà. Ça m'a fait beaucoup penser ce que tu viens de dire à un article The Athletic qui résumait bien la situation des Hawks qui disait qu'il n'y avait pas de alors c'est un anglicisme, accountability. Donc l'idée que voilà la prise de responsabilité, si on peut le traduire comme ça, ou l'idée que les personnes voilà prennent leurs responsabilités, c'était totalement absent. Je pense que ça s'explique parce que oui, vous l'avez dit. Alors le banc, les faiblesses du banc s'expliquent assez facilement par ce manque de continuité. C'est une des 5 équipes qui a le plus subi niveau blessure en termes de matchs manqués par des joueurs de l'effectif. Et puis il y a, je pense, est-ce qu'on peut déjà dire, les gars, qu'il y a des erreurs de casting? Je dis ça parce que un des trucs qui m'a plus fait marrer quand j'ai préparé ce podcast, c'est j'écoutais Travis Schlenk, donc le GM des Hawks, qui était dans un podcast de The Ringer, de Ryan Russillo, et quand le journaliste lui demande alors qu'en est-il de l'arrivée de Rondo, il fait vraiment c'est génial. Je me rappelle d'un match de pré-saison où il leur a montré des vidéos après le match. Et là, je me suis dit, on est à un tiers de la saison, je pense qu'il n'y a pas plus marquant pour un vétéran qui était censé un peu stabiliser ta deuxième unité que de dire qu'en gros son impact le plus grand ça a été de rameuter les troupes pour une séance vidéo de pré-saison. Est-ce que vous êtes d'accord déjà pour dire que et puis je m'étends pas, mais Gallinari aussi c'est un spot-up shooter, c'est un joueur de catch and shoot, mais il est extrêmement lent je trouve. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelques erreurs de casting qui ressortent? En fait, ils ont pris des joueurs sans s'enquérir du fait de est-ce que les pièces allaient bien ensemble et est-ce que ça allait donner un ensemble cohérent. Le truc, c'est que comme c'est une équipe qui joue, et je renvoie à l'excellent podcast sur l'héliocentrisme, qui joue beaucoup autour de Trae Young, c'est très particulier à faire tourner comme genre d'équipe. Parce que c'est une équipe qui va avoir finalement dans son premier 5 des joueurs qui vont moins toucher le ballon qu'habituellement dans des équipes un peu moins héliocentrées. Ce qui fait que quand tu touches moins la balle, tu es moins efficace quand on te demande de la toucher en plein match. Quand tu enchaînes les possessions à pas voir la balle, ben c'est très dur si d'un seul coup Trae Young sort et c'est à toi de prendre la balle. Et je pense qu'il faut plus articuler sa construction de banc en se posant la question, voilà, on a un problème, c'est que quand Trae Young part, il faut qu'il y ait une espèce d'alternative. Et c'est ce qu'on a pu voir par exemple aux Rockets où ils ont pu la trouver par exemple à un moment très bien avec Chris Paul. Et là, ils ont du mal à la trouver. Et du coup, ça tourne moins bien. Et du coup, forcément, ça donne un résultat assez négatif. Je t'ai vu doliner, c'est pour ça qu'il faut nous suivre sur YouTube. Je pense qu'Alan est à moitié d'accord. Ou alors je me trompe. Ouais, parce qu'en fait, moi je pense que la stratégie c'était on va empiler les bons joueurs et empiler les bons joueurs à l'Est, ça nous fera quand même être bon. En gros, je pense qu'ils n'ont pas trop pensé au fit, comme tu l'as dit, Marianne. Ils auraient peut-être dû plus y penser, mais ils se sont dit, on a tellement fait jouer de mauvais joueurs NBA dans la rotation sur les 2 premières années de Trae Young, que si on met que des bons joueurs, ça devrait le faire en fait. Ça devrait le faire dans une conférence Est. Et je pense surtout que, moi, c'est peut-être. Alors Bogdanovic a joué un tiers des matchs. Je pense qu'il pensait que Bogdanovic pouvait vraiment soulager Trae Young avec lui sur le terrain. Et par séquence, sur les 9 premiers matchs, je trouvais que ça marchait pas mal en fait. Ça marchait pas mal. L'attaque était moins centralisée totalement autour de Trae Young. Bogdanovic apportait pas mal de choses à la création. Sauf qu'en fait, quand il s'est blessé, on a demandé à Werther d'apporter ce que Bogdanovic faisait. Et c'est pas le même joueur, c'est pas le même niveau encore. Donc je pense que ouais, c'est un mélange. Madiane a raison sur le fait que c'est une attaque héliocentrée qui marche autour de Trae Young. Et quand Trae Young n'est pas là, l'attaque ne fonctionne pas parce que les joueurs n'ont pas toujours appris à quoi faire sans lui. Mais je pense aussi qu'ils se sont dit on va empiler les bons joueurs, les joueurs confirmés,
pour entourer nos jeunes. Et pour l'instant, en fait, comme tous ces joueurs-là sont pas au niveau ou ne jouent pas, bah, ça marche pas. Et s'ils étaient tous là et qu'ils jouaient tous à leur niveau, je pense qu'ils seraient au-dessus de leur niveau et qu'on parlerait peut-être moins du fit. Je pense aussi, alors je suis assez d'accord et je pense aussi qu'il y a un problème par rapport à la dépendance de Trae Young au niveau de la création, mais plus au niveau du scoring. Enfin, moi, en regardant les Hawks, ça m'a vraiment choqué qu'ils sont totalement dépendants du scoring de Trae Young et statistiquement, enfin, les statistiques semblent le prouver. Quand Trae Young, quand les Hawks gagnent, Trae Young marque 33 points de moyenne, c'est le meilleur scoreur NBA quand son équipe gagne. Quand son équipe perd, il est à 21, c'est le plus gros delta en NBA. Entre victoire et Ouais. défaite pour un joueur. Et ça se voit en fait, c'est tout simplement, c'est pas le même joueur. Et alors, on n'est pas encore à ce moment-là, mais moi, ça me pose des questions sur comment une équipe peut être aussi dépendante d'un joueur de Trae Young, alors que elle a quand même, on va y revenir dans une deuxième partie, elle a des bons choix de draft en fait. Elle a des joueurs qui ont été draftés haut, des vrais potentiels. Et même dans leur jeu lui-même, il y a des trucs que je comprends pas. Quand tu as Trae Young, tu devrais être une très bonne équipe en transition. Les Hawks sont là une équipe très très moyenne, voire mauvaise en transition en fait en NBA. Et ça, je comprends pas en regardant les matchs quand je vois des joueurs athlétiques et jeunes. Je parle même pas de l'inverse, c'est-à-dire la transition défensive où ils se font tordre. Enfin, je trouve qu'en fait, c'est une équipe parfois qui joue pas sur ses forces. Enfin, genre, les qualités athlétiques, ils devraient beaucoup plus les mettre en avant quand tu as du John Collins, du DeAndre Hunter qui est pas là en ce moment, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Madiane? Est-ce que parfois on déjoue pas? Oui, oui, clairement. Moi, ce qui m'a frappé en regardant, alors, j'avais pas regardé beaucoup les Hawks avant de commencer à préparer ce podcast. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est parfois chez certains de ces jeunes, le manque d'effort individuel qui est fait. Des fois, il y a le petit effort individuel à faire sur le repli, sur la transition, en attaque, quand on récupère la balle pour aller plus vite, lancer la contre-attaque. Et tu vois pas, en fait, certains joueurs se dépouiller, alors qu'en vrai, ils sont pas fatigués. Là, c'est vraiment la manque de volonté à un cran au-dessus. Et ça me fait penser à parfois ce qu'on pouvait voir chez les Suns. Avant l'arrivée de Chris Paul, des fois, tu voyais des joueurs où tu disais, quand même, il pourrait faire le truc en plus, mais ça se voit qu'il n'a pas envie. Et en NBA, le niveau est tellement haut que quand tu n'as pas envie de faire cet effort en plus, bah, c'est des deltas qui sont assez forts. Et tu te fais très vite prendre des éclats parce que en fait, les gars en face sont très très forts. Faut vraiment. Et si tu te reposes uniquement sur ton talent et si tu fais pas ces efforts-là, bah, ça va pas marcher. Et vraiment, j'ai vraiment cette sale sensation où des fois, ben, oui, ils devraient être forts en transition, mais ça demande d'aller faire la course vers l'avant. Est-ce qu'ils la font? Pas Hmm. toujours. Ça Ouais. pourrait expliquer, Alan, pourquoi on voit des Hawks qui prennent, on en rigolait hier sur notre conversation, qui se prennent des runs qui sont cosmiques. Honnêtement, Mm. de mémoire, la seule équipe qui pour moi prenait des runs de ce niveau-là, c'était les Timberwolves. Vous en souvenez, il y a une année où ils se faisaient atomiser dans tous les troisièmes cartons. Ouais. Enfin, on est sur ce genre de, ils se prennent des runs du futur. Ouais, ouais, c'est. Et ça devient une caricature de basket, ce qu'ils proposent pendant ces runs-là. Après, c'est des mauvais tirs. Je suis d'accord sur. Je pense que tu parles peut-être de pas mal de Reddish, Ah oui, oui, oui. Madiane. Je pense dans. J'ai cru reconnaître Ah, à la télé, il y a une backdoor qui s'est pris de Jalen Brown qui vient de passer. Je me suis dit, oui, c'est ça. C'est ouais, exactement ça. c'est le joueur qu'il est encore, hein, malheureusement, avec tout le talent offensif qu'il semble avoir. Mais encore une fois, c'est un joueur qui shoot à 36% au tir. Donc, il est encore très très jeune, mais c'est problématique. Et ouais, ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Là. Mais ça, encore une fois, une équipe qui se prend des runs, une équipe qui quand elle perd beaucoup de matchs de suite, une équipe qui, sans un ou deux leaders, se fait tordre sur le terrain, c'est une équipe qui n'a pas de leadership, c'est une équipe qui est pas mature, quoi, qui est pas encore mature. Et moi, ça me renvoie à un petit truc que j'ai entendu dans un podcast de The Ringer, comme toi, Ben, je crois pas que c'était le même, c'est Kevin O'Connor qui disait. En gros, l'héliocentrisme, c'est bien, mais on met tout sur les épaules d'un mec de 22 ans, qui est dans sa troisième saison NBA. Aussi fort attaquant soit-il, c'est pas un leader. Trae Young, alors oui, il a demandé des garanties, il a dit je veux gagner, j'aimerais bien faire les playoffs, j'aimerais bien que l'effectif soit bon, mais il n'est pas non plus
si on en croit certaines choses, c'est pas le leader incontestable du vestiaire. Collins, il y a une petite bise avec Collins c'est un truc qui est sorti plus tôt dans l'année. Donc c'est qui le leader? Ça devrait être Rondo, mais les gars, on connaît Rondo. Rondo, c'est pas un leader. Rondo, c'est déjà il joue qu'en playoff et en plus, je pense qu'il se tenait très bien Los Angeles parce que c'était l'équipe de LeBron, mais je pense pas que Rondo, tu vois, tu le dis, Madiane, ils étaient, ouais, non, c'est toi, Ben, ils étaient contents de l'apport de Rondo sur des séquences vidéo. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas vraiment de leader. Il y a Collins qui est un joueur, j'ai un peu de mal avec ce joueur, et en plus, je pense qu'il joue pour de l'argent. Et là, il est vraiment dans une optique peut-être différente. Moi, c'est vraiment Capella, c'est le gros point positif que j'ai pour eux, Ouais. sur et en dehors du terrain. Pour l'instant, c'est le seul. J'allais vous dire, parce que là, les fans des Hawks, au bout de 15 minutes, vont se dire, mais on n'est pas candidat au premier choix de draft. Qu'est-ce qu'il y a de positif Madiane, je vais te laisser continuer, en étant d'accord avec Alan, en ajoutant peut-être qu'en plus, parmi, entre guillemets, les vétérans qu'on a amenés, Bogdanovic, ça reste un mec qui a pas connu un NBA de succès. Donc il peut pas avoir cette figure de vétéran. Et Gallinari reste moi, j'ai été traumatisé par la vision que j'ai eue de Gallinari, qui est... Enfin bref, qui a je trouve le fantôme de lui-même. Donc c'est vrai qu'il y a ce manque de leadership et on verra à quel point c'est important quand on fera une comparaison. On va le faire plus tard avec Phoenix qui était la hype du côté de l'Ouest et qui marche. Madiane, sur les points un peu positifs du coup pour Atlanta, Capella, je crois que tu m'en avais parlé avant qu'on commence, c'était un de tes points positifs. Oui, gros point positif, Capella. J'aurais pas pensé qu'il aurait été aussi impactant dans un rapport. Et justement, en fait, quand Capella sort du terrain, c'est maintenant mon inquiétude pour cette équipe des Hawks. C'est justement quand Capella est pas là, comment tu fais? Donc là, ils ont quelque chose à régler, clairement. Enfin, si t'as vraiment envie d'aller en playoff, faut régler ce problème. Et je pense que c'est pas le plus dur à régler, clairement. Trouver un pivot décent à un moment dans la D'accord. saison, c'est pas le truc le plus cher et le plus compliqué à faire. À côté de ça, bah, moi je trouve que bah, côté 5 de départ, ok, c'est de l'Elius Restreillant, mais ça tient sacrément bien la route. Mm. Moi j'aurais pu avoir beaucoup plus de doutes défensifs sur cette équipe. Alors ok, c'est compliqué de cacher Triangle, ok, il y a des fois des switches où je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Néanmoins, ça a quand même tendance à tenir la route et à pas être si nul. Et finalement, quand tu vois toutes ces qualités en pied, les absences qu'il y a eu, enfin, honnêtement, je suis pas si inquiet au final parce que ils sont pas à la rue dans la course à l'ouest, à l'est, pardon. Surtout pas à l'ouest, à l'est. Ils sont pas à la rue. Et pour moi, au vu des qualités qu'affichent leurs 5, le fait que leurs problèmes sont pas si durs à régler, alors ok, il y a certains joueurs à qui il faut mettre un sacré coup de pied au cul, notamment un numéro 22. Bon, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui marchent. Et on rappelle qu'ils n'avaient pas gagné tant de matchs que ça. Et c'est vrai que c'est très dur de passer d'une équipe qui tankait objectivement et qui perdait énormément de matchs à une équipe qui va jouer les playoffs. Et là, ils sont en train d'essayer de faire un switch et un grand écart. Et peut-être que c'est aussi ça qui est difficile pour eux, c'est que certains efforts que tu n'as pas été habitué à faire dans les 2 dernières années parce que tu n'étais pas en train de te battre pour chaque victoire et que chaque victoire ne comptait pas, bah là maintenant que tu as envie de jouer les playoffs, chaque victoire compte. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui viendra au fur et à mesure de la saison, cette envie de se faire mal et de se dépasser pour aller chercher un strapontin en playoff. Est-ce qu'il n'y a pas, et on va basculer petit à petit sur notre réflexion sur les jeunes joueurs des Hawks, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe assez incroyable aussi dans la démarche des Hawks? Je m'explique, je vais m'appuyer sur ce que tu as dit, Madiane, où tu m'as dit c'est vrai pour eux, ce serait pas compliqué d'aller chercher au cours de la saison un pivot défensif pour mettre là et un peu arrêter l'hémorragie quand Capella sort. Le problème, c'est que je te répondrais qu'ils ont drafté Mm. en sixième position Onyeka Okongwu, est-ce que je l'ai bien dit? Probablement pas, Si, qui a parfaitement. joué, qui a joué 91 minutes à l'heure actuelle. Alors il y a eu des blessures en début de saison, mais qui a très peu joué. Est-ce que là, on touche pas aussi une partie du paradoxe de cette saison des Hawks, mais qui globalement touche toutes les équipes qui ont ce genre de processus-là, c'est qu'il y a un moment où il y a certains jeunes joueurs qui vont à peine entrer en NBA, vont devoir produire, et en particulier pour lui dans un contexte où tu lui demandes d'être un jeune protecteur de cercle, où c'est extrêmement difficile de faire ça dans cette équipe des Hawks, est-ce que là on ne touche pas à une des limites du processus? Ouais, je suis d'accord, moi. Et comme Reddish, on lui demande Reddish et Hunter, on leur demande de défendre les meilleurs ailiers adverses.
et de mettre à 3 points à haut niveau, alors que c'était pas des prospects forts sur le catch and shoot, c'était des bons shooters, pas vraiment de bons shooters, mais c'est pas des Joe Harris ou des choses comme ça, des joueurs qui fitteraient parfaitement avec un triangle par exemple. Mais je suis d'accord sur ça, je suis surtout d'accord dans le positif. Le 5 de départ, il est bon en fait. Le quatuor Trae Young, Collins, Werther qui joue pas tout le temps 25 et Capella, ils ont un net rating de plus 4 quand ils sont ensemble sur les 315 minutes qu'ils ont joué. Pareil pour Hunter. Hunter, quand il était avec Capella et Trae Young, le rating défensif était à 100 sur les minutes où Mhm. ils ont joué. Hunter était super important dans le rôle de 2D qu'on lui demandait. Il tournait quand même à 17 points par match. Moi, ça m'a surpris qu'il y ait cette progression au tir de sa part. Il était à 36% au tir, à 3 points, 51% au tir. Il défendait bien. Euh, alors, il justifiait peut-être pas déjà ce trade-up où tu montes en 4 pour le chercher l'année dernière, mais il stabilisait vraiment. Et je pense que le 5, Trae Young, Werther, Capella, Hunter et Collins, avec tous les problèmes de fit qu'il a, à l'Est, je pense que ça t'apporte une assise. Et ça, c'est un peu, on revient, on boucle la boucle. On revient à ce que Madiane disait au début. Quand ces joueurs-là sortent, par contre, c'est cata. Ce qui devait pas être le cas avec les achats qui ont été. Parce qu'en plus, je regarde, Ben, mais ils ont aussi pris Solo Hill, ils ont aussi pris Tony Snell. Mhm. Entre guillemets, des vétérans NBA qui doivent, sur 15 minutes de temps de jeu, pas être atroces. Sauf La vraie nouvelle, que c'est comment Solo il a trouvé un contrat, hein. Désolé Solo de Hill te a joué couper. tous les matchs avec Atlanta cette année. Et à chaque fois, Ouais. il est pas bon, en Non, fait. non, Il est pas très bon, donc il est c'est. pas bon, tu vois. Donc, et puis après, et donc ça donne. Les blessures font aussi que ça donne des responsabilités aux jeunes. C'est-à-dire que Mhm. Reddish, il joue plus. On le tente en porteur de balle par moment. Parce que comme Rondo s'est blessé, c'est Brandon Goodwin qui prend la main quand Trae Young sort. Ça crée plein de problèmes. C'est Tom qui expliquait bien ça l'année dernière. C'est quand un de tes joueurs se blesse, bah, c'est un de la hiérarchie plus bas qui prend plus d'importance et donc ton niveau diminue. Et ça, c'est mis en lumière aussi avec les jeunes. On adore les jeunes. Les fans adorent regarder les jeunes, mais les jeunes, ils sont moins bons que des vétérans quand ils sont sur un terrain NBA. Alors, ils peuvent être excitants sur des actions, sur le long terme, ils ne font pas gagner les matchs. Le Mhm. potentiel, il joue pas au basket, hein. C'est Le, ça. le potentiel il est pas là. Et ben, en parlant de potentiel, on va peut-être enchaîner sur justement ces jeunes. Alors, on en a un peu déjà parlé, on va revenir là-dessus. On a décidé de s'arrêter sur ça, surtout parce qu'il y avait un article toujours de The Athletic qui classait ces Hawks comme la deuxième meilleure équipe au niveau des prospects. Voilà, Les alors noyaux. c'est des noyaux. Alors, il y avait des critères assez précis, ça devait être des joueurs dans leur contrat rookie, etc. Donc, il y a plein de paramètres qui peuvent expliquer que, in fine, bah, Atlanta se retrouve deuxième. Moi, on a parlé d'un joueur, DeAndre Hunter. Je vais vous mettre un peu dans la sauce. Est-ce que c'est déjà le deuxième joueur le plus important des Hawks d'Atlanta? Alors, il y a quand même Clint Capella qui, je trouve, revêt une extrême importance à mes yeux. Je le vois et sur tous les débuts de match, je trouve il emporte avec lui une certaine dynamique dans cette équipe. Il va chercher des points. Il a pour moi beaucoup plus d'importance pour l'instant. Néanmoins, je pense que Hunter, j'en attendais pas tant que ce qu'il propose. En fait, finalement, je rappelle, Hunter, c'est quelqu'un qui a passé pas mal de temps à la fac. Alan, tu m'arrêtes si je me 2 trompe. plus 1 en redshirt, donc 3 ans. Voilà. Et quand on compare par exemple un Cam Reddish qui lui était plutôt un espèce de prospect où tu mets tes jetons dessus, si c'est bien, et si ça peut très vite flopper. Enfin, quand on compare les deux, si je m'attendais à un joueur qui affiche ce niveau-là, je me serais plus dit Cam Reddish et je me serais dit Hunter, il est presque à son plafond de ce qu'on a vu à la fac. Bon, au final, ce qu'il apporte Hunter, c'est beaucoup plus satisfaisant. Donc ouais, Hunter est une très grande satisfaction parmi les nombreux joueurs qu'ils ont draftés ces dernières années. J'ai vu que quand j'ai posé cette question, Alan, pendant de nombreuses secondes, tu t'es demandé est-ce que DeAndre Hunter n'était pas déjà le deuxième. Alors, ou alors j'interprète ce que j'ai vu, mais tu t'es vraiment demandé est-ce que c'est pas déjà le cas? Ouais, ouais, parce que je surélève toujours les ailiers qui défendent.
et les ailiers qui défendent, c'est très important. Même si, franchement, le profil défensif de Capella, le travail qu'il fait dans la raquette pour masquer toutes les déficiences des autres joueurs avec qui il joue, notamment l'axe Collins-Young, c'est hyper essentiel. Et on voit quand il n'est pas là que c'est une cata. Mais le tir extérieur, le développement au tir extérieur d'Hunter sur catch and shoot et sa polyvalence défensive en font un joueur trop important. Et on voit, il a manqué les 10 derniers matchs, ils sont catastrophiques depuis 10 matchs, quoi. Alors ça peut être démagogique, ça peut être une mauvaise, comment on appelle ça? Une mauvaise posture, un mauvais cycle, un mauvais moment. Ah, ça tombe, c'est pas de chance. Mais toujours est-il qu'il l'aide pas. Et là où je rejoins Madiane sur son analyse de Cam Reddish, lui, c'est un peu le talent brut qui était très attendu. Et on se dit, bon, il a tout le talent du monde. On attend que ça marche. Hunter, lui, il était vu comme un joueur avec un plafond un plancher plus haut directement. Et en vrai, c'est ce qui se passe. C'est peut-être pas un joueur qui a un immense potentiel, mais pour l'instant, il est en train de maximiser ce qu'il sait faire. Je veux surtout aussi mettre en avant pour un jeune joueur la régularité qu'il a eu DeAndre Hunter, parce qu'on parle souvent on a parlé des variances de cette équipe, comme quoi d'une soirée à une autre, au niveau de l'effort, au niveau de la prise de responsabilité, c'était inconstant. Mais je trouve que quand même DeAndre Hunter a réussi de soir après soir à prouver qu'il était un joueur solide. Donc la question était volontairement un petit peu provocatrice, mais c'était pour prouver que clairement, c'est une des satisfactions du côté des Hawks dans une saison qui, pour l'instant, est un petit peu décevante. On est obligé de parler de John Collins maintenant, parce que si j'ai posé aussi cette question, c'était pour voir si à un moment, quelqu'un allait me parler de John Collins comme le deuxième meilleur joueur le plus important. Et à ma grande surprise, le nom de Capella est revenu. C'est-à-dire que John Collins, tout simplement, ayons le débat John Collins. Parce que je dois vous avouer que... On le fait. Je dois vous avouer qu'entre le moment où j'ai débuté, on a décidé de faire les Hawks, et là, le moment où on enregistre, j'ai rarement eu, depuis que j'enregistre le podcast, un changement comme ça sur un joueur. Je suis beaucoup plus positif sur Collins. Alors, vu que je reviendrai vers toi après, Madiane, vu que Alan, tu m'avais dit, il joue sans doute pour son contrat. Est-ce que tu vois ça quand tu le regardes jouer? Oui, mais je vois surtout un joueur complètement unidimensionnel. Je vois un fort attaquant. C'est vraiment un fort attaquant. Il est fort en attaque. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais défensivement, moi, en fait, je suis peut-être c'est peut-être mon schéma de fonctionnement, de construction d'équipe qui fonctionne trop dans l'idée. Mon intérieur doit d'abord défendre, et s'il apporte en attaque, après c'est bien. Mes ailiers doivent être polyvalents, et mes petits doivent shooter en sortie de dribble et créer. Parce que c'est un modèle qui a marché, mais en même temps, c'est bien d'avoir des modèles différents. C'est pour ça que j'aime bien les Pélicans, moi, parce qu'ils jouent pas trop comme tout le monde. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Et parce qu'il y a Zion. Mais Zion, il est bon, les gars. Pas comme John Collins. Même si les deux défendent pas. Ça, c'est vrai. Les deux défendent pas. En fait, John Collins, l'idée ultime, ce serait qu'il joue 5. Ou alors, ce serait qu'il joue avec un pivot à la Brook Lopez, c'est-à-dire un tronc d'arbre qui défend, qui protège le cercle, qui tire à 3 points, donc qui lui laisse toute la raquette pour jouer en 1 contre 1 des match-ups favorables après des pick and roll ou des choses comme ça. Le problème, c'est qu'il joue avec Capella ou Bruno Fernando ou Okongwu. Le seul souci que j'ai avec lui, c'est qu'il a demandé des responsabilités. Il a demandé, il y a un peu le bis-bis avec Trae Young, et le souci, c'est que quand il joue sans Trae Young, offensivement, c'est pas très très bon niveau, donc peut-être qu'il est un peu surévalué. Il est surévalué dans sa capacité à être un bon attaquant sans un fort petit. Mais en même temps, je dois pas lui rendre à César ce qui est à César. En NBA en 2020, il n'y a pas de joueurs, à part peut-être, et encore, Embiid, Davis sont servis par des bons joueurs, des grands qui font tout seul, ça n'existe pas. Madiane, ton avis sur le dossier John Collins? J'ai jamais aimé ce joueur, honnêtement. C'est une intro, c'est une entrée en matière. Non, mais il y a des fois, il y a des joueurs, on les aime pas, hein, clairement. Moi, j'aime pas en fait ce qu'il est dans le jeu. Je trouve que il accepte trop souvent de se faire passer en défense, et c'est pas une affaire de je peux pas parce qu'il est athlétique. Enfin, vraiment, il a des capacités physiques vraiment fortes. Et moi, ça me saoule un peu quand je vois un joueur qui a des capacités
ne pas tenter ne serait-ce que de contester T'aimes certains pas tirs les au élèves, cercle t'aimes pas les élèves qui ont des facilités et qui les en et cours. qui les exploitent pas. Non, Ouais. ça me saoule. Les fameuses facilités. Non mais ça me saoule très vite. Après oui, offensivement, j'ai pas grand-chose à dire, hein. C'est un bon joueur. Mais oui, clairement, si partait des Hawks à la fin de l'année, je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à pleurer. Alors c'est très dur à Oh, c'est remplacer. dur. Non Ah, mais on est dur, hein. Ouais. non mais c'est dur. Mais d'un autre côté, je pense que c'est pas forcément exactement ce qu'il leur faut. Je préfère un peu meilleur défenseur, un peu moins bon attaquant. C'est mon avis. Je pense que c'est pas exactement ce qu'il faut à cette équipe des Hawks. Après, ses qualités sont pas à nier, mais dans ce contexte-là, ça fait beaucoup trop quand déjà tu as Trae Young. En fait, le problème, c'est que vraiment, quand tu as une quiche en défense, en avoir une deuxième, ça fait vraiment trop. Et vraiment en avoir deux, quand on a 2 sur 5, c'est trop, c'est vraiment trop. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à apprécier son apport aux Hawks. Bon, c'est le moment où je vais m'attirer les bonnes grâces des fans des Hawks. Quoique, il n'est pas si apprécié que ça, j'ai l'impression. Bref. Alors moi, il y a plein de trucs où les gars, je suis pas d'accord. Déjà, sur son potentiel défensif, il est athlétique, mais il est aérien et il est rapide. Il n'a pas les capacités d'un protecteur de cercle. Il n'est pas long, Hmm. il n'est pas puissant. Donc il n'a pas le morphotype du protecteur de cercle. C'est pour ça qu'on voit qu'il est bien meilleur dans l'espace que sur protection de raclette tout bête. Pas raclette, de raquette. Et de raquette tout bête. Ensuite, moi je trouve très dur parce que, alors il se fait passer en défense, mais au moins on n'est plus dans la caricature de ses premières années où il n'y avait aucun effort. Je trouve qu'il y a au moins de l'effort et il prouve qu'il peut être. Ça reste ça reste négatif, mais au moins on n'est pas catastrophique. Ce qui d'ailleurs, je trouve, est un peu à l'image de cette équipe d'Atlanta, qui, il faut lui donner du crédit pour ça, n'est plus une défense. Enfin, moi, défensivement, ils m'ont limite surpris. Alors, bien sûr, il y a Capella, mais Capella défend pas 5 postes. Il faut aussi souligner qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont réveillés, même si c'est inconstant à ce niveau-là. Et par rapport à Collins, je trouve vraiment que lui, il subit totalement le changement de perception à l'aile, et notamment au poste 4. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, Collins, il arrive et on dit tous, ouais, c'est un super jeune, et là, tout le monde veut le faire jouer 5. Bah alors, oui, c'est moi qui vais dire ça, allons contre le schéma. Il est trop fort offensivement, John Collins. Enfin, ces 2 matchs contre Dallas, il fait tout. Enfin, je me suis refait toutes ces actions des matchs-là. Il y a du post-up, il y a du catch and shoot, il est capable d'être rollman, où il est vraiment très fort en rollman. Enfin, moi, je pense qu'il peut pas s'épanouir complètement dans le contexte Hawks, mais ça reste un excellent joueur qui justifierait un trade pour une autre équipe peut-être. Je comprends que Atlanta, il y a peut-être le seul joueur qui va lui poser problème avec un triangle. Mais je trouve globalement que les jugements sont très très durs sur John Collins. Vraiment. Mais en plus, ça pourrait marcher parce que tu le dis, il est bon en rollman. Tu peux dire pick and roll pour Trae Young Collins. En attaque, ça déboîte tout, hein, Mhm. franchement. Ça déboîte tout. Après, ça voudrait dire peut-être jouer moins de minutes avec Capella. Et là, ça veut dire que tu perds ton assise défensive. En fait, Lloyd Pierce, il peut pas tout faire. Et en fait, il a un effectif où il y a des choses qui marchent très bien d'un côté du terrain et ça marche pas de l'autre. Et il y a d'autres associations où ça marche bien d'un côté et ça marche pas de l'autre. Donc le souci, c'est qu'il est dans ce jonglage permanent avec Collins qui en plus, comme tu as dit, il défend. En fait, je trouve il prend de la maturité en NBA en fait. Il est arrivé jeune, c'est Mhm. un grand. Dans tes premières années NBA, défensivement, dans les appels de switch, dans attention dans le backdoor, les choses comme ça, il en fait moins. Et donc, c'est une progression linéaire, je trouve, en défense. Ça sera jamais un gros défenseur, ça sera jamais un défenseur plus même, mais ça, il peut être pas négatif. Surtout, la chose la plus intéressante, ce que tu as dit, je pense, Ben, c'est le poste 4. Ça n'existe plus. Ça Mhm. n'existe plus. Est-ce que des joueurs comme est-ce que John Collins c'est pas un morphotype à la Anton Jamison, un joueur poste 4 super scoreur, mais tu peux pas le faire jouer 5 et défensivement. En fait, John Collins, j'ai l'impression que je regarde à chaque fois une feuille de stats des Hawks, il est en 20-10. Il est en 20-10 à la fin de Mhm. chaque match. Mais quand tu regardes le match, des fois tu le vois pas trop, des fois tu le vois parce il est spectaculaire et tout, mais son influence dans le jeu est peut-être moindre que sa production.
Et donc, il pâtit un peu de ça dans un moment où les Hawks veulent gagner des matchs. Tu ne voudrais pas dans l'équipe de gagner des matchs, t'es un jeune en 20-10, t'es content. Là, c'est un peu plus différent. Et en plus, il y a il y a des rumeurs de trade. Il y a les choses de fit qui va pas. Rien ne va en fait. Et du coup, les gars, si on se projette, parce qu'on l'a dit, il y a cette volonté du côté de John Collins d'être payé. Alors, c'est des rumeurs, hein, mais proche du max ou un max. Euh, Moi, je trouve quand même, Madiane, que les signaux sont pas très positifs. Tu l'as dit, il y a tous ces problèmes-là. Alan, il y a la draft, qu'on le dise, hein, en 6, ils prennent quand même un intérieur. Ça reste Mm. extrêmement marquant quand tu sais que John Collins va bientôt être free agent restrictif. Mais Atlanta Complètement. doit déjà penser à son cap, hein, parce qu'il va falloir payer Trae Young et il y a ribambelle de jeunes joueurs. C'est quoi la suite, Madiane? Est-ce que John Collins est-ce que c'est préférable de conserver John Collins la saison prochaine? C'est très compliqué en fait parce que, comme dit, t'es vraiment pas garanti d'avoir un aussi bon joueur. Quoi qu'il arrive, en sortie de trade, j'ai du mal à envisager que tu aies un aussi bon joueur. Je vois pas qui tu pourrais avoir. Et tu pourrais avoir un fit, mais le problème c'est que le fit dont ils ont besoin, c'est peut-être le joueur le plus cher à avoir. C'est un mec qui peut défendre et tirer. C'est ça le problème. C'est que ce qu'il leur faut à ce poste-là, ça coûte trop cher en fait dans la NBA actuelle. Donc moi je me dis max proche d'un max. Si jamais c'est vraiment uniquement ça, la température, je pense que par construction, au vu de ce que j'ai donné à l'intersaison en termes de salaire et vu qu'il faut encore payer Trae Young, ça va être compliqué, sachant que, enfin, faut revenir au côté entreprise, hein. Je suis désolé, la situation des Hawks, pourquoi ils prennent Trae Young? C'est pour remplir leur salle et qu'actuellement il y a le Covid. Ils avaient des enjeux un peu business, créer une hype autour de cette équipe, créer du marketing, du merchandising avec une équipe plus excitante à voir jouer et ils pourront pas se permettre de payer tout le monde. Donc pour moi, ça pue énormément, mais je suis pas sûr que l'équipe s'améliorera en le sortant. C'est ça le paradoxe des Hawks, c'est que euh, à- si tu joues les playoffs, tu peux pas te permettre de perdre Collins, Alan, mais Non. peut-être à long terme, oui, l'association présente des limites. C'est ça. Mais en même temps, ce qu'on disait au début de l'émission, c'est que leur idée était sûrement de mettre de côté l'idée du fit et de foncer sur l'idée du talent pour essayer de se qualifier aux playoffs ou faire le play-in dans une conférence Est où euh, je pense que si tu as un gros 5 comme ils l'ont et 10 joueurs sur le papier de talent, tu dois faire les playoffs. Tu dois faire les playoffs. Moi je pense qu'en fait, et après, c'est l'histoire un peu de cette saison. Boston est en 15-14 parce qu'il y a ribambelle de problèmes et de blessures et de Covid. Il y a plein d'équipes. Personne en fait n'a vraiment une bonne continuité à part le Jazz. Et bizarrement, c'est ceux qui sont tout en haut. Donc c'est Et qui se blesse pas. et ils se blessent pas de Covid. Et donc ça se passe bien, mais toutes les autres équipes, il y a des joueurs qui loupent des matchs, il y a des blessures, il y a des matchs qui se retrouvent à être reprogrammés. Tu joues 3 matchs en 4 jours, 3 matchs en 5 jours. On voit des équipes, on voit pas d'équipe qui va sur des gros runs de victoires de suite parce que on voit pas mal de bilans à l'équilibre parce que c'est dur d'enchaîner. Et comme c'est dur d'enchaîner comme ça, eux, ils peuvent pas mettre à profit cette idée qu'ils ont eue, je pense, de foncer sur le talent. Et donc, Collins peut payer un peu les pots cassés de cette idée parce que, eh ben, on en revient à l'argument du fit. Tandis que s'il gagnerait, oulala, s'il gagnait à l'Est et qu'ils étaient allez, dans les 6 premiers avec tous leurs joueurs qui jouent, je pense qu'on en parlerait moins. Et du coup, la question, c'est aussi, parce que tu as mis en avant un truc intéressant, il faut relativiser, ils sont à 3 matchs du quatrième quand même, à Oui, l'Est. Bon, alors la dynamique est pas du tout bonne de leur côté, mais enfin, la situation reste totalement instable à l'Est, c'est difficile de voir clair. Euh, une question aussi pour l'avenir, c'est Lloyd Pierce, qui est actuellement pas sur le banc, il y a un intérim assuré par Nate McMillan, mais est-ce qu'il pourrait payer les pots cassés pendant la saison? Pendant la saison de ce qui se passe. Moi, je vous avoue que j'ai du mal avec ça parce que j'estime qu'on est dans une année tellement particulière où il n'y a pratiquement pas d'entraînement euh, et les Hawks, encore une fois, restent à portée de tir. C'est-à-dire que je ne vois pas l'impact qu'aurait la démission
coach, tu serais obligé de promouvoir un assistant, forcément, c'est ce qu'on fait souvent. L'assistant aura, que ce soit Nate McMillan par exemple, aura pas les séances pour construire quelque chose aux entraînements et il pourra juste ajuster quoi? Les rotations. Alors certes, elles posent problème du côté d'Atlanta, mais je ne comprendrai pas cet intérêt-là. Mais il faut avouer que c'est une rumeur qu'on lit souvent. Pour moi, le péché originel, il est pas sur le coach en fait, il est malheureusement sur l'intersaison. Et je pense que, enfin, si je vois la logique, si t'es GM et que tu vires le coach, je pense que si ça s'améliore pas, c'est toi qui prends la prochaine balle. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt côté management à changer de coach parce qu'en soi, le défaut criant qu'on voit dans cette équipe n'est pas du fait du coach. C'est pas de sa faute si il a des soucis de fit et si finalement le casting qui a été fait avec les blessures, etc., ne permet pas d'obtenir les résultats escomptés. Donc pour moi, Pierce, à la faveur de ça, je pense pourrait rester facilement en place. Après, si les Hawks s'effondrent, mais vraiment s'effondrent, là, ça peut se discuter. Mais dans un état où tu as encore les strapontins de playoff accessibles, où tu pourras peut-être jouer un play-in, etc., où t'es pas si loin, je pense que vaut mieux garder Pierce et ne pas tenter le diable. Alan, Ouais, d'accord, on pareil, ne pareil. tente pas le diable. Je Ok. pense pareil. Même si l'arrivée de Macmillan, moi, ça m'a fait un peu réfléchir sur l'idée qu'ils avaient de Lloyd Pierce. Tu prends un assistant qui a été double coach NBA. Si tu vires le coach, il n'y a pas à chercher un remplaçant, il est là en fait. Oui. Mhm. Après, on sait que c'est. Je vais faire la transition, enfin, le parallèle NFL qui plaira à Alan. On sait souvent que c'est l'équilibre quand on a un jeune coach, C'est vrai. on va lui mettre des assistants, Les on va lui mettre coordinateurs, tout ça. ou des coordinateurs d'expérience pour un peu contrebalancer tout ça. Mais Pierce, il avait une vraie hype hein, quand il était à Philadelphie, hein, sur le banc. Il a même fait Mhm. des assistants coach à Team USA et tout. Il est très respecté et tout ça, Et Lloyd puis, il Pierce. a un impact hors du basket qui est immense à Atlanta, Exactement, au niveau exactement. de la communauté, Un coach par rapport afro-américain là-bas, c'est très coach rare, important. afro-américain, tout ce qu'il a fait par rapport au mouvement Black Lives Matter, Mm. il a beaucoup d'impact. Donc ça, faudra réfléchir aussi quand on sait, on va pas refaire toute l'histoire, qu'il y a un gros, c'est un nœud ça, dans la franchise d'Atlanta, les relations entre les communautés. Euh, on va peut-être revenir sur un dernier truc, les gars, en quelques mots. Moi, j'ai voulu faire ce parallèle pour conclure le sujet Hawks, c'est Phoenix. Parce que je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de ressemblances dans ces deux équipes dans le traitement médiatique, dans l'idée que, on apporte, alors certes, d'un côté, il y avait Chris Paul, d'autres, des vétérans, ils peuvent s'inspirer de quoi? Parce que Phoenix, ça marche en ce moment. Donc selon vous, quels sont les enseignements, voilà, les petits mails qu'on peut envoyer à Travis Schlenk pour la saison prochaine en s'inspirant de ce qu'on fait Phoenix? Est-ce que selon vous, il y a des leçons à tirer? Moi, il y en a une qui est importante, je trouve, dans la transition qu'a su faire Phoenix. C'est, je suis désolé, nous sommes dans une ligue de superstars et deux joueurs moyens ne valent pas un joueur très fort. Et c'est une équation. Alors c'est sûr, c'est plus dur à attirer, c'est plus compliqué, etc. Néanmoins, quand tu as un joueur très fort qui arrive, bah, ça t'apporte beaucoup plus instantanément que deux joueurs moyens qui vont aller sur ton banc. Je pense à Gallinari et à Bogdanovic. Par contre, il y a autre chose, c'est que dans la construction de l'effectif, je ne crois pas qu'il y ait énormément de place pour une star, à moins de changer certaines choses au niveau de Trae Young. C'est-à-dire que l'attaque est tellement centrée que faire accepter la cohabitation à quelqu'un à côté de Trae Young, ça reste difficile. Même quelqu'un du niveau de James Harden a eu du mal parfois à cohabiter avec Chris Paul et à lui faire accepter ce truc-là. Donc il y avait plus la place chez les Suns qu'il n'y a de place chez les Hawks. Donc à partir de là, moi je pense que l'une des questions à se poser, c'est comment est-ce qu'on établit une alternance dans notre jeu pour peut-être ne pas laisser Trae Young avoir tout entre les mains. Mais Mm. est-ce que Trae Young serait capable de l'accepter? C'est autre chose. La parole est donnée à la team Ice Tray. Ice Tray. Qu'est-ce qu'est-ce que t'en penses, Alan? Je pense déjà que là où Gallinari et Bogdanovic et Rondo, ça, c'est un peu décevant. Un mec comme Jake Crowder et d'autres gars ont un vrai impact du côté de Phoenix. Théoriquement, les deux idées étaient bonnes.
À Phoenix, la réalité suit la théorie. Et à Atlanta, pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense aussi que. Et je pense que bah, un joueur comme Devin Booker est plus mûr que Trae Young. Il est dans sa cinquième année. Il est drafté en 2015, sixième. Drafté en 2015, là où Trae Young a été drafté en 2018. C'est plus facile de construire un backcourt à ses côtés parce il a montré des capacités qu'il pouvait jouer off-ball plutôt dans sa carrière. L'année dernière, il a joué beaucoup avec le ballon en main. Et puis surtout, l'argument, c'est Chris Paul. Moi, franchement, Chris Paul, ça devient comme LeBron. En gros, c'est le genre que j'apprends à apprécier et j'apprends à comprendre comment ils sont forts au basket, en fait. Euh, avec comment le temps passe et comment ils arrivent à s'implanter dans pléthore de situations. Chris Paul à Houston, Chris Paul à OKC et là maintenant Chris Paul à Phoenix. Alors oui, ce sont des bonnes situations, mais il t'élève tout de suite une franchise. Là aussi où Phoenix a aussi drafté vraiment très haut, peut-être plus haut que... Ils ont drafté haut quand même à Atlanta, mais Ayton c'est un premier choix de draft. Le braquage de Phoenix, c'est Bridges. C'est Bridges. Est-ce que Hunter peut avoir un avenir à la Bridges? C'est pas impossible dans le type de joueur que ce sont. Tu peux construire un axe assez intéressant là-dessus. Je pense qu'il faut le modèle se limite juste à faut que Atlanta attire un All-Star comme l'a fait Phoenix. Peut-être pas un du niveau de Chris Paul, mais un All-Star. Je pense, si je tirerais une autre conclusion, en fait, elle est liée, mais si tu attires les vétérans, si tu veux passer ce cap-là, il faut aussi que les vétérans ne soient pas juste des joueurs de banc. En fait, les vétérans peuvent pas être tes 5, 6, 7 et 8e meilleurs joueurs. Parce que, alors certes, ils auront de l'impact peut-être en dehors du terrain, comme on a dit avec l'anecdote Rondo, mais sur le terrain, leur impact sera mineur. Il suffit de voir qu'en réalité, souvenez-vous du 5 qu'on a donné, les gars, du 5 bon des Hawks, il n'y a pas d'addition de l'intersaison dans ce 5-là, en fait. Non. Donc, là où Phoenix, il y a Chris Paul, alors qui, bien sûr, va magnifier tout ce qui touche, c'est incroyable, et Jay Crowder, qui est dans le bon Jay Crowder, parce que parfois, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, à voir du côté d'Atlanta. On va conclure comme ça. Atlanta, on a passé plus de 45 minutes. Ouais. D'ailleurs, ils auraient pu prendre Jay Crowder, Atlanta. Ils auraient pu, ouais. C'était un joueur qui aurait pu fitter dans l'idée et il y avait l'argent pour. Ils ont préféré un autre profil, comme Gallinari. En plus, je crois que c'est de tête, c'est une des pires équipes dans le corner à 3 points. Et il est très bon dans le corner à 3 points. Et lui, il fait souvent ça. Donc ça aurait plutôt collé. On va finir par répondre à une des questions d'un de nos auditeurs. Alors, j'avais tweeté avec le compte du site avec une grande ironie, parce que Tom avait sorti une stat qui expliquait qu'il y a une seule équipe de la conférence Est qui a un bilan positif contre l'Ouest. J'avais dit trouver un sujet qui vous tient autant à cœur que Tom et la différence Est-Ouest, parce qu'il nous en parle souvent. Et Maxime Pic, un de nos auditeurs, nous a posé une question. L'évolution du poste de pivot entre les années actuelles et les 20 dernières années, avec quasiment plus un pivot qui ne joue poste bas. C'est donc une question qui intéresse beaucoup Maxime. Simple vague ou évolution obligatoire dans le futur? Ça, je sens que c'est une question où Madiane s'est bien préparée. Alors, je lui laisse champ libre. Comment as-tu deviné, mon cher Ben? Moi, j'adore ce genre de questions parce que il faut aller chercher plutôt loin. Et au final, moi, je vais vous poser une question. Qui est candidat au MVP cette année? Vous en dégagez un. Jokic. Ouais, ils sont à votre avis à combien de fréquence sur ce type de possession? Embiid, il y en a pas mal, je pense. Poste bas. Embiid est à 35,5%, Jokic est à 25,8%, et évidemment, ils sont très efficaces dans cette position. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pose la question, l'année, on a deux monstres qui utilisent énormément ce type de position sur le terrain. Mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus à l'ancienne? C'est qu'ils ont d'autres cordes à leurs arcs. Et du coup, je pense que si on doit regarder ces joueurs pour ce qu'ils sont, ils ne ressemblent pas à nos anciens pivots. Ils ressemblent plutôt à des pivots modernes parce qu'ils peuvent s'écarter, ils peuvent jouer face au cercle, ils peuvent faire plein de choses. Et en fait, finalement, les séquences de post-up, c'est des séquences qui vont chercher
disons, à plus haute efficacité pour aller chercher des points faciles, Tu es mais un dans match-up une, favorable. quand tu as la bonne séquence. Donc ce n'est pas, malgré l'utilisation qu'ils en ont, ce n'est pas l'utilisation efficace, enfin c'est pas leur première intention de faire ça, mais c'est quand l'opportunité se présente sur le terrain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que le post-up n'est plus assez rémunérateur par rapport à d'autres types de séquences offensives. Néanmoins, il a sa place, mais dans des schémas très particuliers d'attaque. Mais cette année, on peut voir qu'on a des joueurs très forts au post-up qui sont candidats au MVP. Donc c'est pas la fin du post-up. Je pense que c'est une évolution naturelle de ce jeu-là. Alan, tu acquiesces. J'estime que ça doit dire que tu es en accord avec la démonstration de Madiane. Ouais, et je rajouterais juste que les pivots, les intérieurs, en fait, c'est pas qu'ils savent faire plus de choses, ou qu'ils sont plus techniques, parce que des pivots des années 80-90 étaient hyper techniques au poste. Sauf qu'en maintenant, en fait, on leur apprend à faire beaucoup plus de choses que du post-up et des choses qui sont peut-être plus valuable dans le collectif, notamment le pick and pop à 3 points, la prise de décision sur short roll, et donc ça les éloigne de la raquette, ce qui peut changer la perception qu'on a du jeu d'un pivot. Euh, on le voit dans les drafts avec les pivots générationnels qui sortent année après année. Il n'y avait que Ayton, moi, que j'ai en tête, qui était vendu comme ce joueur poste bas qui avait ce jeu-là. Et encore, il avait ce tir à mi-distance. Il y a cette évolution dans la formation des pivots, je pense, et des grands, où on essaie de leur apprendre à faire plus de choses, avoir un rôle plus important dans une attaque NBA, en fait. Je suis assez d'accord pour aller dans le même sens. Ça me fait penser, on salue Pierre. Tu vois, Pierre, quand il nous disait, les gamins, ils veulent faire du Curry. Bah, les jeunes pivots, je pense pas qu'ils veulent. En caricaturant, je pense pas qu'ils veulent faire du Tim Duncan maintenant. Ils veulent Ils faire veulent du pas faire AD. Ils veulent faire du AD. Oui. Donc ça part de là. Et puis une réflexion aussi sur la question, les 20 dernières années, les gars, à l'échelle de l'NBA, c'est énorme, 20 ans. La NBA, Ouais. elle date de la fin des années 50. 20 ans, c'est une éternité. Mm. Et je me faisais la réflexion en réfléchissant à cette question. J'ai pas d'exemple d'une évolution pour laquelle on est revenu en arrière, aussi fondamentale. Il n'y a pas d'évolution pour laquelle on est revenu en arrière sans préjuger en disant que c'était mieux avant ou moins bien, mais on revient pas en arrière Ouais, comme on ça. s'est dit, on gagnera plus en revenant, en fait. Ouais. Ouais. Surtout que, comme tu l'as dit très bien, Madiane, il y a cet arrière-plan de la prise de pouvoir dans les front office des stats avancées où le jeu poste-bas est très peu rémunérateur, donc on ne base plus nos attaques sur ça. Donc je pense qu'il y a cette constellation de choses qui font que c'est pas une simple vague. Enfin, moi, quand j'ai lu le tweet, la première chose que je me suis dit, 20 ans à l'échelle de la NBA, ça peut pas être une simple vague. C'est trop, 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 trop long. Même 10 ans, Non. c'est énorme déjà. Donc, Ouais. Et clairement, un joueur comme Embiid qui est élite, hein, vraiment clairement élite, ben, avec 35% de fréquence dans le 81e percentile, ben, mine de rien, au true shooting, c'est du 53,8. C'est pas du 60%. Si tu étais capable d'aller chercher 60% de true shooting au poste bas, tout le monde ferait du poste bas. Ce n'est pas le cas, c'est pas malheureusement. simple le poste bas aujourd'hui, hein, Mais t'es avec souvent doublé, hein. tes doublés, les intérieurs sont de plus en plus mobiles, donc tu peux être défendu. Ouais, c'est pas simple, hein. Puis, C'est pour puis, punir un match-up en fait maintenant. Et puis on l'autorise à très peu Exactement. de joueurs. Ça rejoint ce que tu as dit, Madiane. Ok, on est d'accord pour que Embiid et Jokic enfoncent poste bas. On parlait de Clint Capella. Si demain Capella il veut 10 post-up par match, 10 ballons poste bas, je pense pas que ça passera du Bah côté ouais, des Hawks en c'est fait. 10 ballons en moins pour Trae Young C'est qui ça. joue un pick and roll. Il y a aussi beaucoup de talent sur les autres postes et l'arrière-plan des stats avancées. Complètement. Donc, évolution obligatoire dans le futur, bah, je pense que c'est comme tout. Alors après, il faut pas être caricatural. Si tu es élite dans un truc, même si c'est par exemple le mi-distance qui commence pour lequel les équipes NBA s'éloignent, tu pourras toujours en faire. Parce que si tu es élite dans un truc, ça aura de la valeur. Mais comme tout, ce n'est plus la norme, je pense. Je pense qu'on peut dire ça. Complètement.
Madiane, je suis sûr que tu l'avais bien préparé. Est-ce que tu as un autre truc à rajouter sur ce sujet? Non, ce qui est très intéressant, moi, c'est un dernier truc, c'est que ce n'est pas que les pivots qui font du poste bas. Ça, c'est un truc, il faut aussi se le dire. Moi, je me souviens que quand j'ai analysé Jaylen Brown, je trouvais qu'il était très très fort à ce Super, niveau-là, ouais. et pourtant il l'a abandonné. Sauf dès qu'il voit un match-up Mm. favorable, il y va. Comme tu Voilà, vois. Mm. c'est de l'opportunité. Par Exactement. contre, il y a un gars, toujours, l'anomalie statistique à l'efficacité dans le basket moderne. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? LeBron James. Non, en termes d'efficacité. LeBron James y est, mais il y en a un en termes d'efficacité, il me fume. C'est Kevin Durant, 7,4% d'efficacité. True shooting, 64,3%. C'est n'importe quoi. KD, C'est La, KD, la c'est longueur, en fait. incroyable. Non, Trop mais grand. c'est KD, il incroyable. fait 2,10, il a le handle d'un mec d'un 90 et il pull up quand un gars de 2 mètres. Donc, Mais ce que tu as dit, Madiane, ça vient appuyer ce qu'a pu dire Alan, et vous avez dit tous les deux d'ailleurs, sur le fait que maintenant c'est pour punir un avantage. Oui. complètement. C'est-à-dire que c'est indépendamment du poste. Enfin, Ouais, je pense, Embiid, ouais. Embiid et Jokic font pas du post-up parce qu'ils sont pivots, c'est juste parce qu'ils ont un avantage quand ils le font. C'est plus une action recherchée, c'est une réponse à une défense, c'est une réponse à quelque chose qu'on voit et Mm. qui se passe dans l'action. On n'a plus le fameux OKC qui donne sa touche poste bas à Kendrick Perkins à chaque début de possession. Tu vois, Et, Mm. et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il faut aussi pas voir cette séquence-là comme une séquence qui doit aboutir à un panier un contre un sous les panneaux, Mm. mais il y a des équipes, par exemple, je me souviens des Rockets d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, qui systématiquement doublaient au poste bas quand il y avait un match-up défavorable parce qu'ils switchaient tout le temps et du coup ils étaient obligés de faire ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ça donnait pas une attaque au poste bas, ça donnait un tir ouvert à l'équipe adverse. Donc faut pas non plus voir ça comme une finalité en soi, ça peut être aussi une séquence transitoire dans ta possession pour aller trouver un tir ouvert juste derrière. Embiid, généralement, tu le laisses pas en poste bas et tu essayes de faire en sorte qu'il lâche cette balle parce qu'il est trop dangereux dans cette position. Mm. Mm. Et après, il y a plein de sujets qui sont rapprochés, hein. Le fait que les joueurs ont. Il y a un espèce de rapprochement autour des. Pardon. Entre 2 mètres et 2 mètres 5 qui fait que mathématiquement, il y a certains joueurs qui vont être plus amenés à faire du post-up, etc. Enfin bref. Et bien c'est là-dessus, en répondant à cette question, qu'on va conclure ce nouvel épisode où on a bien discuté des Hawks. N'hésitez pas, si vous nous avez regardé sur YouTube, à laisser un petit commentaire. Ça aide visiblement pour le référencement. Faites-nous, s'il Team vous plaît, référencement. battre. C'est ça, team référencement. On veut faire combien 1 million en 14 heures comme ce clip de McFly et Carlito. Voilà, c'est incroyable. C'est des références que je pensais C'est 10 jamais millions pour glisser dans... satisfaire le président de la République. Exactement. C'est ça, ouais. Nous aussi, on lutte Ah, contre le Covid. exactement. En faisant tout, comme depuis le début en fait, en n'étant jamais C'est ça. personne. On a anticipé le Covid depuis 2016. Nous, hein. On est toujours, on n'enregistre rien ensemble. Du coup, comme je vous l'ai dit, YouTube, Twitter et aussi votre plateforme de streaming. On se retrouve, promis cette fois-ci, la semaine prochaine. On s'était fait une petite pause pour la Saint-Valentin. Et puis on vous souhaite une très bonne semaine. Salut! Salut.